Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo un peu spéciale. Je savais que c'était quelque chose que je voulais un jour aborder sur ma chaîne. Je savais pas vraiment trop comment, quel instant s'y prêtait le mieux et je sais pas, là cette semaine j'ai eu cette sensation que là c'était le bon moment. Je sais qu'en ce moment je vous parle aussi pas mal de santé mentale et de ma santé mentale et de comment ça va ou ça va pas en ce moment. En vidéo je vous ai dit que je voulais en parler davantage, que je voulais qu'on puisse en échanger tous ensemble, mais je pense que pour pouvoir apporter plus de sens à mon propos, faut que je vienne l'étayer avec un peu plus de contexte aussi vis-à-vis de la maladie que j'ai eue, des traitements par lesquels je suis passée et du pourquoi à l'heure actuelle c'est pas la grande forme de mon côté. Prenez-vous de quoi boire, de quoi manger, installez-vous confortablement parce qu'à mon avis cette vidéo va être un petit peu longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et gros disclaimer avant qu'on commence quoi que ce soit. Déjà, cette vidéo, elle a pas du tout pour but de me plaindre ou de me faire plaindre ou quoi que ce soit. Moi, j'ai surtout envie que cette vidéo, elle puisse permettre à des gens qui sont malades et qui vont passer ou qui sont en train de passer par tout ça, d'avoir le témoignage de quelqu'un, le point de vue de quelqu'un et peut-être de se rassurer un peu sur comment ça peut se passer. Et permettre aux proches aussi de peut-être un peu mieux comprendre aussi comment ça se passe parce que c'est clair quand on est malade et qu'on nous l'explique, mais on l'explique pas toujours aux proches. Et quand on est malade, c'est pas toujours simple aussi de l'expliquer aux proches. Si ça peut aider, tant mieux. Et si ça peut permettre à des gens de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls, tant mieux aussi. L'objectif aussi, c'est de se focaliser un peu sur le avant-traitement et le après-traitement. Parce que quand on parle beaucoup du pendant le traitement, les effets secondaires, tous les côtés négatifs que ça peut avoir. Alors je vais être honnête, je vais pas vous apporter des solutions miracles et des effets positifs à des choses qui n'en ont pas. Pour autant, je trouve que ça peut être intéressant d'avoir un témoignage qui prend un peu toute la maladie et le traitement de ça dans sa globalité et pas juste via les traitements parce qu'en fait, les traitements, c'est qu'une partie de tout ça. Et il est possible aussi que j'oublie de parler de certaines choses ou qu'il y a des questions que vous avez auxquelles je n'ai pas pensé. N'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir si j'ai les réponses et les informations qu'il faut. Évidemment, gros disclaimer là-dessus aussi, ce que moi je vais vous dire n'appartient qu'à moi. Ça se base sur mon point de vue, mon vécu, mon expérience vis-à-vis de tout ça et la manière dont moi aussi j'ai choisi de vivre tout ça. C'est pas du tout une vérité générale. C'est pas parce que moi ça s'est passé de telle manière que ça se passera forcément de telle manière pour les autres et inversement. C'est pas parce que ça s'est passé de telle manière pour quelqu'un que ça veut dire qu'il faut que ça se soit passé de la même manière pour moi. Je vous partage juste mon point de vue, ma façon de voir les choses, les conseils que j'aurais aimé me donner à la moi qui a 23 ans et qui va devoir faire face à tout ça pour peut-être faire les choses différemment et un peu mieux. L'objectif c'est pas du tout d'être dans de la culpabilisation, je veux pas du tout diaboliser ou à l'inverse minimiser ce que ça peut être que de passer par tout ça. Je veux juste pouvoir apporter peut-être un éclairage à toutes ces situations qui peuvent parfois être très angoissantes, qui sont pas forcément toujours simples à appréhender, jamais très simples à appréhender d'ailleurs, que ce soit pour les personnes qui sont malades ou que pour les proches des personnes malades. Et évidemment, je ne suis pas médecin, pas forcément toutes les réponses aux questions, et peut-être que, et si jamais ça arrive, j'en suis désolée, mais peut-être que des fois je vais me tromper. Mais tout ce que je vais vous dire se base sur mon expérience à moi et comment ça s'est passé pour moi. Mais encore une fois, je le répète, c'est pas du tout une vérité générale. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi et on peut d'ailleurs très bien en échanger en commentaire tant que bien évidemment ça reste bienveillant et respectueux. Moi c'est vraiment quelque chose que j'attends aussi, de pouvoir avoir des retours vis-à-vis de ce que je peux dire, autant de proches que de personnes malades, que juste de personnes qui pourraient peut-être s'intéresser à juste comment ça se passe. Et si jamais vous êtes en train de passer par des traitements ou que vous allez y passer ou que c'est déjà passé mais que vous êtes dans l'après, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez envie un peu de partager votre expérience et votre vécu, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Ça pourra peut-être permettre aux uns et aux autres de se rendre compte que on n'est pas tout seul et que même si c'est des choses qui se traversent intérieurement seul, il y a des gens qui peuvent comprendre un peu ça quand même. Voilà, je pense que niveau disclaimer, on est pas mal. Cette vidéo, elle va s'articuler autour des choses que je trouve importantes à savoir, des conseils que je pourrais donner pour essayer de se préserver un maximum et de faire en sorte que ce soit le
moins difficiles à vivre entre très grosses guillemets. Les petites choses aussi que tu comprends après coup, qui sont difficiles à intérioriser quand t'es en train de le vivre, mais que je trouve sont importantes à entendre aussi. En même temps que je vous parle, je vais m'occuper de faire ma petite fleur Lego. Ça fait une semaine que je suis censée la faire, mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal parce que cette vidéo elle peut être un peu lourde à faire et à regarder. Et je me dis que c'est un petit outil médiateur, peut-être que ce sera plus agréable et plus digeste que plutôt que de me regarder moi en face cam pendant 2 heures. J'espère que cette vidéo ne durera pas 2 heures. Je vais essayer d'être la plus précise, à la fois la plus synthétique possible, et j'espère aussi que ça m'aidera à ne pas partir dans tous les sens, parce que sinon j'ai peur que ce soit pas très clair. Par avance, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires, je m'en excuse, et s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris et que vous souhaitez que peut-être je vous réexplique dans les commentaires, pareil, n'hésitez pas à me poser des questions. Moi, vis-à-vis de ça, il n'y a aucun tabou, il y a pas, je pense, de questions qui ne se posent pas. Donc voilà, si vous avez des questionnements, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à juste me le dire en commentaire et j'essaierai de peut-être vous éclairer si je peux, d'apporter davantage d'informations. Donc déjà, pour poser un peu de contexte vis-à-vis de tout ça, en juillet 2023, j'ai été diagnostiquée d'un lymphome d'Hodgkin, qui du coup est une maladie qui se traite avec la chimiothérapie, et j'ai eu un traitement de septembre 2023 à fin décembre 2023, mais tout le travail autour de tout ça va de la jour où il y a l'annonce du diagnostic à encore maintenant. S'il y a une chose déjà que je peux vous dire qui paraîtra peut-être un peu particulière, parce que peut-être que les personnes qui vont regarder ça seront déjà dans tout le jus ou après coup, et du coup ça fera peut-être moins sens, mais je trouve que c'est quand même important de le dire. N'oubliez pas, de manière adaptée et saine évidemment, de vous écouter et d'écouter votre corps. Alors, évidemment, si vous avez tendance à être quelqu'un qui s'inquiète beaucoup pour sa santé, pour ce qui peut se passer, etc., le but c'est pas de s'inquiéter pour la moindre petite chose qui ne va pas, mais si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et sur le long terme, écoutez-vous. Moi je sais que pendant longtemps avant le diagnostic, mon corps m'a envoyé plein de signaux que j'ai pas écoutés. C'est pas toujours simple de comprendre qu'ils sont là pour ça aussi. Moi c'est après coup que j'ai compris certains de mes symptômes, mais ne vous dites pas que ça passera. Si à un moment donné ça vous inquiète, si à un moment donné vous trouvez que c'est pas normal, allez consulter. Il vaut mieux prévenir que guérir, et peut-être que c'est rien, peut-être que c'est pas grand chose, mais à l'inverse, s'il y a quelque chose, le mieux c'est de pouvoir le traiter le plus tôt possible aussi. Moi je sais que voilà, dans les symptômes il y avait beaucoup de fatigue, mais à l'époque j'y faisais pas forcément très attention parce que je faisais en sorte de me fatiguer de toute façon, et que je suis quelqu'un qui a jamais trop bien dormi, donc je me suis toujours sentie un peu fatiguée. Et je sais qu'un symptôme qui m'a beaucoup à un moment donné questionné à l'époque, mais je faisais pas du tout le lien, et c'est du coup après coup que je l'ai fait. Pendant une période, j'ai eu mon corps qui me grattait à m'en réveiller la nuit. Et ça a duré vraiment une petite période, genre je crois peut-être 2-3 mois, que je ne savais pas expliquer. Donc je me suis dit que c'est peut-être les produits que j'utilisais, mon eau qui était peut-être trop calcaire, et en fait c'est par période, donc vu que des fois ça s'arrêtait, je me questionnais pas vraiment, et ça se faisait au niveau des mains, ici souvent aussi ça me grattait, au niveau des jambes, et c'était vraiment une sensation, pas juste quand votre peau elle vous gratte, mais moi ça me faisait vraiment ce truc de comme si ça me grattait à l'intérieur de mon corps. J'ai commencé aussi à m'inquiéter à partir du moment où j'ai commencé à avoir une espèce de grosseur au niveau de l'aisselle. Alors à cette époque-là, c'était vraiment pas énorme. Honnêtement, on sentait rien et visuellement, ça se voyait pas spécialement, mais moi, je faisais la fixette dessus. Enfin voilà, à la palpation, visuellement, il y avait pas grand-chose. Et du coup, quand à ce moment-là, on m'a dit qu'il y avait pas grand-chose, je me suis dit, ok, c'est qu'il y a rien. Sauf que du coup, ça a continué. Moi, j'ai continué à me dire, non, mais c'est pas grave. Même quand ça avait grossi, que c'était devenu une boule, que c'était devenu dur, que ça commençait à me gêner, à des fois être un peu douloureux, je me suis dit, non, mais c'est ok, ça va partir tout seul. Ça veut pas forcément dire que c'est un cancer si vous avez une boule quelque part, mais en tout cas ça vaut le coup d'aller consulter pour aller vérifier. Parce que du coup moi en fin de compte ce qui m'a poussée à aller consulter, c'est juste l'approche de l'été, le fait de me dire que esthétiquement je trouvais ça moche. Je voyais la différence et là à partir de maintenant ça se voyait en fait qu'il y avait une grosseur à ce niveau-là, et je trouvais ça pas beau. Donc je suis retournée chez ma médecin pour qu'on en discute, et à ce moment-là effectivement elle m'a dit qu'il y avait un truc qui clochait. C'est la variante du montage qui prend le relais, parce que je me rends compte que j'ai l'impression que je suis pas du tout allée au bout de ce que je voulais dire vis-à-vis de ça, mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que s'il n'y avait pas eu le côté esthétique qui m'a poussée à aller voir ma médecin pour lui dire qu'est-ce qu'on fait, je serais sûrement pas allée chez le médecin de si tôt, alors que c'était quelque chose qui, même si en novembre j'étais allée consulter et qu'à ce moment-là il y avait rien,
Ça devait faire depuis janvier ou février qu'il y avait réellement une boule, qu'il y avait réellement quelque chose qui me gênait et que je continuais à faire comme si de rien n'était, tout en sachant qu'il y avait un souci quelque part. Donc n'attendez pas, parce que ça va, moi j'ai eu la chance de me dire que l'été arrivait et que du coup j'allais aller voir mon médecin pour me dire qu'est-ce qu'on va faire esthétiquement, mais si l'été n'arrivait pas, j'aurais peut-être attendu l'été d'après, et l'été d'après on n'est pas sur la même timeline et on n'est pas sur le même stade de la maladie non plus. Donc c'est dans ce sens-là que je vous dis, écoutez-vous et ne laissez pas les choses traîner. Alors je sais pas si c'est le cas de tous les professionnels de santé, mais je sais qu'en tout cas dans mon cas, la manière dont les choses ont été faites avec mon médecin, ça a été fait de manière très douce et pas du tout violente, et pas dans le but de m'inquiéter, mais quand même de me faire comprendre que là il fallait que je prenne un peu au sérieux ce qui était en train de se passer. Donc vraiment, s'il y a un premier conseil que j'aurais aimé donner à la Morgane qui a 23 ans et que je donnerais à n'importe qui, c'est écoutez-vous. Des fois votre corps il sait, il comprend, et des fois il sait déjà ce qui se passe bien avant que vous l'intégriez. Moi, je sais qu'il y avait un truc qui était très drôle, entre guillemets, c'est que après ça, je suis passée par l'étape d'aller faire une échographie, un scanner, une biopsie, et puis après, la biopsie, c'était pas suffisant, donc on m'a carrément retiré un de mes ganglions, parce qu'en fait, à ce niveau-là, j'avais plein de ganglions ici qui étaient malades, et en fait, il fallait voir ce qu'il en était. À ce moment-là, je capte qu'il y a quelque chose d'assez inquiétant qui se trame, tout en me disant que on va me filer des antibiotiques peut-être sur 6 mois et que ça passera, tout en sachant et en me faisant un jour la réflexion quand je vais aller chez le coiffeur de me dire mais est-ce que ça sert vraiment d'aller chez le coiffeur si dans 2 mois t'as plus de cheveux? Alors qu'à ce moment-là, je ne sais pas du tout ce que j'ai, mais je pense sincèrement que le corps sait. Dans mon cas, je trouve que on parle vraiment très peu de l'avant-maladie et de ce qui s'y passe. C'est-à-dire que c'est pas juste on vous fait un diagnostic et ça commence direct. Il peut y avoir des étapes avant ça. Alors encore une fois, je le répète, tout ça c'est aussi très dépendant quelle maladie c'est, à quel stade on en est, comment ça va être traité. Mais je sais que moi, on a commencé à me traiter début septembre 2023, mais en fait tout le processus il est entamé bien plus tôt. À ce moment-là, quand on t'annonce le diagnostic, tu te prépares à la question de la chimiothérapie et du traitement, mais t'es pas encore préparé à ce qui va potentiellement se passer aussi avant. Par exemple, dans mon cas, moi, on m'a proposé de faire une préservation ovarienne. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir préserver vos ovocytes parce que il est possible qu'à un moment donné, la chimiothérapie vienne les abîmer et qu'à un moment donné, ça amène plus tard à des soucis pour avoir des enfants. Alors, c'est pas forcément toujours le cas. Le but, c'est d'éviter qu'il y a un problème vis-à-vis de ça. Moi, je sais que à ce moment-là, ça n'avait pas du tout été une obligation de le faire. On m'a demandé est-ce que tu veux le faire ou pas. Et à 23 ans, c'est pas toujours facile de savoir ce que tu veux faire ou pas. Et en fait, tu dois déjà te préparer au fait de devoir vivre les traitements et tout ce que ça va induire, et qu'il faut que tu te prépares à ah oui, mais il faut que j'ai déjà la réponse à cette question-là. Il faut déjà que là, je sache si je veux faire cette préservation pour potentiellement dans 10-15 ans, si j'en ai besoin. Mon propos va aussi beaucoup tourner autour du fait d'avoir un cancer quand on est jeune, parce que je pense que dans la façon d'appréhender les choses aussi, c'est différent parce que le vécu est différent aussi de quand t'as 23 ans derrière tout quand on a 54. Et la manière de se projeter dans les choses, je pense aussi, est différente. Mais si je pouvais donner un conseil à la Morgane qui avait 23 ans et qui était très perdue, qui savait pas quoi dire, qui avait pas envie de s'embêter avec cette question-là et de se dire là, en fait, dans 2 mois, je passe par des traitements, mais il faut déjà que je commence à traiter des choses, de me dire que j'ai pas envie de devoir traiter ces choses-là, mais que en fait, il faut quel regret je préfère avoir le regret de le faire, de m'épuiser déjà à faire ça avant de commencer tout le traitement, mais au moins d'avoir cette solution-là, ou le regret plus tard de pas l'avoir fait et peut-être d'en avoir besoin. Enfin, c'est des questions auxquelles je te prépare pas, et par exemple, je parle du fait d'être jeune, c'est parce que je pense que cette question de préservation ovarienne, à partir d'un certain âge où vous avez un cancer et que vous êtes traité, cette question-là se pose pas forcément. Mais quand on est jeune, ça se pose. Et si je pouvais donner à vous un conseil, c'est encore une fois, écoutez-vous et faites ce qui pour vous fait le plus sens. Je sais que c'est pas facile, mais il faut essayer de se projeter un peu. Et de toute façon, dans ce genre de maladie, il faut réussir un peu à se projeter parce que sinon c'est hyper dur d'avancer dedans. Faut qu'il y ait des choses qui nous donnent envie. Plus tard, faut qu'il y ait des choses qui nous donnent envie de se battre parce qu'en fait, c'est fatigant et c'est épuisant à l'avance de savoir contre quoi on doit se battre. Donc je trouve que se projeter dans les choses, c'est hyper important, que ce soit des choses toutes bêtes ou des grosses choses, mais des choses qui, dans un laps de temps, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, moi je fais partie de ceux qui pensent que le mental joue aussi beaucoup dans la question du traitement et du comment ça se passe et comment ça se vit. Donc même si c'est pas facile, à ce moment-là, ce que j'essaie de me dire, c'est je crois qu'en fait,
Je préfère me dire que ok là je vais en chier, mais que bon bah quitte à autant que j'en chie pendant 6 mois et c'est bon, plutôt que après regretter toute ma vie. Peut-être si plus tard je veux des enfants, de pas réussir à en faire et de pas réussir à en avoir. Moi je savais qu'à cette période, en plus j'étais dans une période où j'étais en mode moi je veux pas d'enfants, donc pourquoi on vient me poser la question? Mais je me suis dit on sait jamais, je préfère me dire que c'est fait et qu'au pire ça ne me servira pas, plutôt que de me dire que c'est pas fait et regretter de pas l'avoir fait. Mais encore une fois, ça c'est très personnel. C'est pas parce que moi j'ai décidé de le faire que ça veut dire que vous devez le faire. Si vous n'êtes pas en accord avec cette façon de faire là, faites pas. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise manière de faire. En fait, ce qu'il faut faire, c'est juste ce qui vous correspond le plus. Et puis, je pense que c'est important du coup aussi de savoir un peu comment ça se passe, la préservation ovarienne, parce que c'est pas toujours clair et puis c'est pas toujours un cheminement dont on parle. Donc, si ça peut vous rassurer un petit peu de savoir comment ça fonctionne, je vous l'explique un peu. En gros, la préservation ovarienne, c'est un peu le même début de traitement que pour les personnes qui font la fécondation in vitro. Alors, moi, je sais plus trop exactement combien de temps ça a duré, mais pendant une période, on vous fait des piqûres pour les hormones, les ci, les ça, tous les 2 jours, en tout cas dans mon cas, tous les 2 jours, j'allais dans la partie gynécologie, maternité et tout de l'hôpital pour qu'ils aillent voir ce qu'il en était de mes ovocytes, si ça se développait bien, si on avait beaucoup, si on n'avait pas beaucoup, comment ça se passait, s'il fallait augmenter des traitements, des choses comme ça. À partir du moment où ils considèrent que l'avancée est assez bonne, on vous cale le moment où on va vous retirer vos ovocytes. Ça peut être très effrayant dit comme ça. Dans les faits, c'est pas le plus agréable du monde. Je vais pas vous mytho, que ce soit mentalement comme autant dans la charge que ça demande de temps, parce que se dire qu'il y a tout le temps des infirmiers qui viennent pour faire les piqûres, ça veut dire qu'il faut tout le temps aller à l'hôpital pour ça alors qu'on n'a même pas encore commencé les traitements, donc ça demande de l'énergie et du temps. C'est pas toujours très agréable d'avoir des gens qui viennent vérifier tous les 2 jours si ça a toujours des ovocytes, mais ça fait partie de la procédure. Et ensuite, une fois que c'est bon, on va s'occuper de faire la préservation, et en fait c'est pas du tout, dans mon cas, ça a pas du tout été douloureux, ça a pas été désagréable parce qu'en fait, j'ai rien senti. On est tellement shooté au médoc et à l'anesthésiant, c'est local, hein, mais à l'anesthésiant local que vous sentez rien. Moi, j'étais complètement shootée, je n'ai rien capté à ce qui se passait et c'est pas quelque chose qui est spécialement long non plus. Le plus embêtant dans cette histoire, j'ai trouvé, en tout cas, c'était vraiment l'avant, toute la période où il faut préparer le jour où on va vous récupérer vos ovocytes. L'intervention en tant que telle, c'est pas quelque chose qui va être un moment cool à passer. Physiquement, moi dans mon cas en tout cas, il n'y a rien qui n'a été douloureux ou désagréable. Et après, à savoir que tous les ans, vous allez recevoir un courrier dans lequel il vous est demandé si vous voulez conserver vos ovocytes ou pas. C'est important d'y répondre parce que si vous voulez les conserver et qu'ils les conservent, il faut en faire un retour. Et si jamais vous déménagez, c'est important aussi de les informer de votre nouveau lieu de vie. Mais voilà, je trouve que c'est bon à savoir parce que cette question-là, où en fait, à un moment donné, dans une temporalité dans laquelle on vient traiter un cancer, il faut venir aussi se questionner sur la question de la maternité. Ce qui est pas forcément simple à appréhender. Donc je pense que c'est intéressant à savoir aussi, pour les gens qui sont pas forcément malades, mais de savoir aussi ce par quoi peuvent passer les gens malades au-delà du traitement. Et vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est accepter l'aide des gens. Accepter d'être entouré. Alors évidemment, je dis ça, je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un bon entourage, d'avoir un entourage sain, d'avoir un entourage dont on a envie d'être entouré. Mais si vous avez cette chance-là, acceptez l'aide des gens, accepter le soutien, accepter la présence quand vous en avez besoin, parce que oui, personne pourra vivre ce que vous êtes en train de vivre à votre place, mais ça fait toujours du bien d'avoir des épaules sur qui se reposer un peu, de se dire qu'il y a quelqu'un qui peut nous emmener à notre rendez-vous, ou juste nous accompagner pour pas qu'on le fasse tout seul, ou aller chercher les courses, ou aller chercher les médicaments, parce qu'en fait, à bout d'un moment donné, tout va vous coûter. Donc c'est vraiment pas une période, et je sais que c'est pas facile, mais c'est vraiment pas une période où il faut trop se renfermer sur soi-même. C'est bien aussi de faire d'autres choses et de tourner autour d'autres choses que la maladie et du mal-être que ça peut apporter autant physiquement que mentalement. Mais encore une fois, le tout, c'est de s'écouter. Si à un moment donné, vous avez besoin aussi qu'on vous laisse tranquille, dites-le. Et pour l'entourage, acceptez-le aussi. Il y a des fois où en fait, on a juste envie de voir personne, on a juste envie de sortir, on a juste envie de rester chez nous tranquille et de pas prendre notre énergie à d'autres choses. Donc c'est pas contre vous, c'est juste qu'à un moment donné, faut aussi vivre ce truc-là, quoi. Avant le traitement aussi, on m'a mis ce qu'on appelle une chambre implantable. Alors je sais que c'est pas quelque chose qu'on met tout le temps à tout le monde, mais moi ça a été mon cas et je crois que la chambre implantable c'est un des trucs qui fait partie des trucs qui m'ont le plus stressée, parce qu'en fait la chambre implantable c'est un petit dispositif qu'on vous met. Alors moi elle est ici, juste en dessous de votre peau, et en fait qui est relié avec un petit tube qui passe ici, etc., qui sert à permettre de faire passer les traitements, les perfusions, les prises de sang,
par exemple quand vous êtes hospitalisé et que vous faites votre chimio, par la chambre implantable et de ne pas toujours avoir passé par vos veines et vous les abîmer. Moi je me suis dit mais attendez, là ça veut dire qu'il y a un corps étranger qui va être dans mon corps tous les jours, tout le temps, et je me suis dit mais ça va être infernal, je vais le sentir, ça va faire mal, ça va être... Si ça peut vous rassurer, à l'heure actuelle et déjà à l'époque quand je faisais les traitements, je ne faisais pas attention au fait que j'avais la chambre implantable. Alors oui, ça laisse une cicatrice en fonction de comment ça a été posé, comment ça a été fait, elle est plus ou moins voyante, mais la chambre implantable, je ne la sens pas, je la sens que si je passe ma main dessus. Sinon, sur le quotidien, je ne la sens pas, elle n'est pas douloureuse. Et quand j'ai fait l'opération, c'est une opération qui a duré 15 minutes top chrono. Alors, c'était en anesthésie générale, mais je pense pas que ce soit toujours obligatoirement en anesthésie générale. J'ai dû rentrer à 8h30 et à 12h30, je sortais de l'hôpital. Et même après l'intervention, j'avais pas de douleur. La seule chose qui pouvait me gêner à la limite, c'était les pansements, parce que du coup, vous avez des gros pansements et il faut qu'il y ait des infirmiers, etc., qui viennent nettoyer pendant un certain jour avant de vous les enlever. Mais la chambre implantable, c'est vraiment quelque chose qui m'inquiétait énormément et en fin de compte si j'avais su après coup ce que c'était, je me serais beaucoup moins inquiétée vis-à-vis de ça parce qu'en fait vraiment c'est quelque chose qui s'il est bien mis et si vous le supportez bien, pas du tout dérangeant et que vous ne sentez pas. Au niveau de l'intervention et tout, quelque chose qui est rapide et après coup j'ai été hyper étonnée mais j'avais aucune douleur. Donc écoutez, tant mieux. Mais je sais que la chambre implantable c'est pas le seul, dis-moi c'est ce que j'ai eu, je sais qu'il y a d'autres choses, je sais qu'il y a des gens qui supportent pas forcément la chambre implantable, mais en tout cas moi je sais que c'est quelque chose avec lequel j'ai pas eu de soucis. Je sais qu'il y a des gens qui rapidement après la fin des traitements souhaitent l'enlever. Moi à l'heure actuelle je l'ai toujours parce que en fait qu'elle soit là ou pas dans les faits ça ne change rien vraiment dans mon quotidien, dans mes habitudes. J'y fais plus attention. Moi la cicatrice j'y fais même plus attention et les gens en fait le voient pas spécialement non plus. Et sachez que c'est pareil ce qui peut faire un peu peur c'est oui mais du coup quand ils viennent planter l'aiguille etc dans la chambre implantable ça peut faire mal. En général ils vous donnent des patchs anesthésiants à mettre avant que vous alliez en hospitalisation ou avant que vous alliez faire votre chimiothérapie justement pour que quand vous mettez l'aiguille, ça ne vous fasse pas mal. Quand en fait ils mettent l'aiguille, pareil, vous sentez rien. Alors après, effectivement, quand vous avez votre chimiothérapie, c'est pas le plus agréable parce que vous avez un fil qui est là, mais en fait pas plus désagréable que si vous aviez le fil qui était au niveau de votre veine. Donc voilà, si vous vous demandiez comment ça se passe. Mais si jamais vous avez, vous, d'autres vécu expériences avec les chambres implantables, n'hésitez pas à nous les partager. Après, le but, c'est pas non plus de juste inquiéter les gens, que ce soit des bonnes choses à savoir, des conseils à donner, ou juste savoir qu'en fait, c'est des choses qui peuvent faire peur, mais qui dans les faits, au final, sont pas spécialement douloureuses ou désagréables ou dérangeantes. Toujours bon à savoir. Et pour vous montrer un peu, voilà à quoi moi ça ressemble au niveau de ma chambre implantable. Donc ici, il y a la cicatrice. Faites pas de gaffe à ça, c'est mon chat qui m'avait fait. Et en fait, juste ici, on a la chambre implantable. Là, je vous fais un gros plan dessus, donc peut-être que vous allez faire le focus dessus, mais sachez que sur le quotidien, ça ne se voit pas. À la limite, si ça se voit, c'est vraiment en relief. Mais en fait, de face, ça ne se voit pas. La cicatrice peut se voir, mais c'est pareil, ça dépend de où elle est. Moi, elle est ici, mais il y en a pour qui elle peut être un peu plus haute. Voilà pour ce qui est de la chambre implantable et un peu de ce qui est de tout le début un peu et l'avant-traitement dont je trouve on parle pas toujours, qui je trouvais important parce qu'en fait, c'est des choses auxquelles on se prépare pas forcément du coup, alors qu'en fait, c'est des moments qu'on va vivre et qui sont pas toujours faciles à appréhender. Concernant la chimiothérapie en tant que telle, là pour moi on est à la fin de la vidéo mais je pense que je vous mettrai ce moment beaucoup plus tôt. Et des fois c'est pas toujours simple de comprendre quand on n'est pas dedans aussi comment ça fonctionne. Alors il n'y a pas qu'un seul type de chimiothérapie. Les effets sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc par exemple des effets secondaires que j'ai eu moi ou que je n'ai pas eu moi peuvent être très différents. Je sais que dans les effets secondaires il y a le fait d'avoir des nausées, mais par exemple moi les nausées j'en ai pas eu. Ou de vomissements, j'en ai pas eu. Et je sais qu'aujourd'hui, maintenant aussi, on a des traitements médicamenteux aussi qui permettent d'atténuer un peu ces effets secondaires. Il peut y avoir des effets secondaires au niveau de vos os parce que voilà, ça peut être assez douloureux au niveau du dos et du bas du dos et de la moelle épinière. Vous pouvez avoir, oui forcément du coup, votre système immunitaire qui se retrouve plus fragile, donc tomber plus facilement malade aussi. Vous pouvez avoir des petits picotements au niveau du bout des doigts qui en fait dans le fond sont pas forcément douloureux mais qui sont pas très agréables et qui en fait amènent à une sensation que vous avez moins de motricité dans votre main. Moi je sais que pareil les traitements ça a sûrement amené mélangé avec le stress et l'angoisse et le sommeil etc. au fait que j'avais beaucoup d'acné à cette période là mais je sais qu'il y avait des jeunes qui faisaient le traitement en même temps que moi qui n'en avaient pas
de leur côté. C'est pas forcément le cas pour tout le monde. Le sommeil, de mon côté, ça a été très compliqué. Pendant une période, je dormais 1 heure par nuit parce que sinon je n'arrivais pas à dormir. Donc n'hésitez pas à en parler à vos médecins et à leur demander ce qui peut être fait parce qu'il y a vite moyen de devenir zinzin si vous ne dormez pas la nuit. Et à un moment donné, je sais que j'ai eu aussi des douleurs au niveau de la langue où c'est vraiment, tu sens que tu as des espèces de spasmes dans ta langue, qu'elle est hyper rugueuse et hyper sensible. Du coup, pour manger, c'est hyper compliqué. Mais par exemple, ça, c'est un symptôme que j'ai eu 3 jours sur 4 mois. Donc c'est pareil, c'est pas forcément des symptômes qui durent dans le temps. Il y en a qui peuvent s'atténuer, il y en a qui peuvent arriver alors que vous les aviez pas au début et ça peut être très différent pour tout le monde. Il y a des gens qui passeront jamais par le fait d'avoir cette douleur-là à la langue à un moment donné. Il y a des gens qui auront des nausées, il y a des gens qui auront beaucoup plus de douleur au niveau des os et qui du coup seront obligés d'avoir un fauteuil pour les aider à avancer parce que sinon rien que marcher c'est trop compliqué. Il y a des gens pas plus que ça. Quand on vous fait la perfusion de la chimio, vous le sentez pas, c'est les effets secondaires qui vont avoir un effet néfaste. Et après, c'est pareil au niveau digestif, ça peut amener soit à la chiasse, soit à la constipation. Mais c'est pareil, pour ça, il y a des médicaments. Pareil, vous allez pouvoir avoir plusieurs fois pendant votre traitement ce qu'on appelle des PET scans. C'est des scanners, mais un peu différents. Mais dans lesquels, en fait, on vous injecte un produit. Et ces périodes-là sont très chiantes, je préfère vous le dire, parce qu'en général, en fait, vous venez, on vous prend en charge et on vous met dans une petite pièce, on vient vous voir, on vous fait remplir un petit questionnaire et puis là, on vous fait attendre un peu et puis là, on vous injecte un premier produit, il me semble, vous attendez et au bout de 1 heure, 1 heure et demie, on vous injecte le deuxième produit. Vous attendez et au bout de 30 minutes, 1 heure, vous faites le scanner. C'est-à-dire que pour un scanner qui dans les faits va durer 15 minutes, vous restez là-bas 4 heures. Mais voilà, en général, vous avez 1 ou 2 PET scans dans le mois. Un sujet dont je veux vraiment parler, c'est la perte des cheveux. Parce que je sais qu'avec la chambre implantable, c'est quelque chose qui m'a effrayée. Pas tant de les perdre en tant que telles, parce que dans les faits, c'est des cheveux qui tombent, mais le regard des gens, quelque chose qui peut stresser de fou. Et s'il y a bien une chose que je peux vous dire et qui, pour le coup, le vécu de chacun vis-à-vis de ça et de la perte des cheveux est très personnel, pour autant, je pense que la façon dont les gens le perçoivent est assez générale. Oui, vos proches vont le voir, oui, les gens qui vous côtoient régulièrement vont le voir. Le fait est que, globalement, les gens, que ce soit dans la rue, dans le tram, dans le bus, dans le train, n'y feront pas attention. Parce que, est-ce que vous, avant d'être malade, quand vous alliez dehors, vous scrutiez les gens à regarder s'ils avaient des cheveux ou pas sur le crâne? De mon côté, ce n'était pas le cas et en fait, vous vous rendez compte que la plupart des gens en ont rien à battre parce qu'en fait, ils y font même pas attention. Donc je sais que c'est vraiment pas une étape qui est simple, l'étape de perdre les cheveux. C'est une étape qui, pareil, est pas douloureuse. Ça peut être assez impressionnant par contre parce que c'est vraiment, moi c'était à peu près, et je crois que globalement c'est ça, c'est après la première chimiothérapie, dans la semaine, les 15 jours qui suivent, vous commencez à perdre vos cheveux et c'est vraiment ça peut vraiment être un truc un peu du jour au lendemain et vous passez votre main dans vos cheveux et vous avez des masses et des masses de cheveux qui peuvent tomber. Moi, si je peux vous donner un conseil vis-à-vis de ça, moi j'avais les cheveux qui m'arrivaient à peu près ici. Première étape, je les ai coupés, que justement quand ils allaient commencer à tomber, ce soit pas des grosses mèches qui tombent. Quand j'ai décidé de les raser, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai demandé à des amis, je leur ai dit est-ce que ça vous dit qu'on se fasse une petite soirée ensemble chez moi et on en profitera pour me raser les cheveux. Mais le fait de se voir n'était pas, le fait de me raser les cheveux n'était pas la raison de se voir, c'était juste vu qu'il y a du monde, on va en profiter à ce moment-là. Mais ce qui m'a permis d'être entourée et ce qui m'a permis du coup de ne pas le faire seule et je pense du coup de beaucoup moins dramatiser le moment ou en tout cas de moins mal le vivre. Et quelque chose qui je pense a été hyper important pour moi, c'est de quelques secondes après j'ai plus de cheveux, qu'il y ait des regards qui soient déjà posés dessus, mais des regards qui sont bienveillants, c'est-à-dire de mes amis, de personnes qui me sont proches, dans lesquelles je sais qu'il n'y a pas de jugement. Mais en fait, je pense vraiment que ça, c'est ce qui m'a aidé par la suite à être un peu plus à l'aise avec le fait de sortir sans rien mettre sur mon crâne. C'est le fait de me dire que là, en fait, il y a déjà des gens qui l'ont vu. Donc à partir du moment où il y a des gens qui l'ont vu, que des inconnus le voient, ça me paraissait moins grave. Encore une fois, ça vient de mon vécu à moi, de ma façon à moi de percevoir les choses. Ça veut pas dire que tout le monde perçoit les choses de cette manière-là. Vraiment, je sais que c'est des choses qui sont faciles à dire une fois que c'est dit, facile à entendre, mais que c'est pas toujours facile à mettre en place.
Vraiment, sachez que les gens n'en ont rien à faire. Que vous n'ayez pas de cheveux et en fait, à défaut, même si les gens s'en rendent compte et se questionnent, la plupart des gens ont assez de jugeote pour se dire qu'ils vont pas venir vous poser la question directement. Moi, ça m'est arrivé une fois ça, mais c'est vraiment un cas très particulier. Vraiment, genre 2-3 jours après que je me sois rasé les cheveux, justement. Moi, c'était hyper important que je sorte sans rien sur mes cheveux. J'avais besoin, et ça encore une fois, c'est très personnel, j'avais besoin de passer par cette étape dans laquelle je me confronte au fait que les gens vont me voir sans cheveux. Je voulais pas porter de foulard, je voulais pas porter de perruque. J'en avais acheté des foulards au cas où, mais je voulais être capable de m'accepter sans mes cheveux et de me dire j'accepte que les gens me voient sans. Et encore une fois, c'est très personnel. Si vous ressentez le besoin de mettre un foulard, de mettre une perruque, de mettre quoi que ce soit sur votre tête parce que c'est trop difficile de vous voir sans ou parce que juste en fait vous avez pas envie, vous avez le droit. Il n'y a pas encore une fois de bonne façon de faire ou de mauvaise façon de faire. Faites comme vous le voulez et comme vous le sentez et surtout autorisez-vous le fait que vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit de vous dire que vous pensiez que vous aimeriez faire de telle ou telle manière et vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas et revenir en arrière ou changer. Et pour en revenir à mon anecdote, je venais tout juste de me raser les cheveux et j'attendais mes potes dehors et du coup j'étais sortie sans rien. C'était encore une période, les seules choses que j'ai mis sur mon crâne du coup c'était des bonnets parce qu'on était en plein hiver et que du coup je vais pas vous mytho qu'en plein hiver je me caillais le crâne. Mais à ce moment-là il faisait encore à peu près beau donc j'avais rien mis sur mon crâne. Et il y a une dame qui passe devant moi comme ça, qui s'arrête, qui vient me voir et qui me dit « Excusez-moi, vous avez un cancer ?» Et je vous avoue, sur le coup, j'ai un peu été choc-barre. Et en fait, après coup, ce que j'ai compris, c'est que en discutant un peu avec elle, etc., c'était une dame qui, elle aussi, faisait un traitement de chimiothérapie, qui avait un cancer et qui, elle, pour le coup, n'en avait parlé à pratiquement personne dans sa famille, dans son entourage, et qui était, en fin de compte, finalement très seule à vivre la maladie, et qui, je pense, à ce moment-là, avait juste besoin d'échanger avec quelqu'un qui vivait la même chose qu'elle. Mais à ce moment-là, elle a fait attention au fait que j'avais pas de cheveux concernés par ça. C'est un peu comme quand, par exemple, vous avez beaucoup d'acné et qu'à un moment donné, vous en avez moins, mais que vous faites toujours autant la fixette dessus parce qu'à un moment donné, vous l'avez eu. Et peut-être que du coup, vous faites aussi plus la fixette sur les gens ou les gens qui ont eu de l'acné, ou plus la fixette aussi sur peut-être votre propre acné. Mais en fait, les gens qui n'en ont pas et qui n'ont pas l'habitude de poser une fixette dessus ne le font pas. Et en fait, pour les cheveux, c'est pareil. La plupart des gens, hors gens malades et les enfants, parce que souvent les enfants, ça les questionne un peu de voir quelqu'un sans cheveux, mais les enfants, il y a quelque chose de très naïf dedans. Et j'ai jamais eu de mauvaise expérience avec des enfants là-dessus. Mais là, cette dame-là, elle l'a vu parce que elle est elle-même malade et que du coup, je pense que c'est déjà sur une chose sur laquelle elle vient poser des choses. Mais sinon, les gens ne font pas attention parce que déjà, je pense que vous-même, vous ne faisiez pas attention aux gens qui avaient ou n'avaient pas de cheveux dans la rue, dans le tram. Enfin, cette dame, c'était très maladroit, mais pour autant, je sais qu'il y avait aucune malveillance dans la façon de faire. C'était surtout très maladroit et je pense une personne qui avait besoin d'avoir un peu un sentiment d'appartenance avec quelqu'un parce que justement, elle partageait ça avec personne. Et encore une fois, en fait, c'est ça quand je dis accepter l'entourage et tout, c'est accepter de ne pas vivre ça seul parce que c'est pas facile à vivre seul. Alors oui, il y a que vous qui allez le vivre, il y a que vous qui pouvez le comprendre comme vous le comprenez, mais ça fait du bien de savoir qu'on a des gens sur qui compter, qu'on a des gens avec qui, si on a besoin, on peut en parler, ou juste des gens avec qui on peut faire autre chose. Vraiment, de ne pas se confronter à toutes ces choses-là seul. Ça peut être pesant aussi à un moment donné, bah voilà, de faire tous les rendez-vous seul, de devoir aller au rendez-vous seul, d'avoir personne des fois pour prendre le relais pendant les périodes d'hospitalisation et tout, d'être seul aussi, enfin. Je sais que c'est pas facile et que des fois, en tant que personne malade, on culpabilise nous-mêmes de se dire que on a l'impression de poser la maladie sur nos proches, qui doivent vivre quelque chose qu'ils n'ont pas demandé à vivre. Dites-leur de quoi vous avez besoin parce que si des fois, quand on est l'entourage ou les proches, on sait pas toujours quoi faire pour aider ou pour bien aider ou pour bien accompagner. Donc en fait, que ce soit la personne malade ou que ce soit les proches, demander ou verbaliser. Voilà, c'était important pour moi de faire une partie sur les cheveux parce que je sais que moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup inquiétée et où le regard des gens m'inquiétait beaucoup et en fait finalement les gens ils font pas plus attention que ça. Il faut travailler, c'est pas tant le regard des gens que le propre regard que vous posez sur vous vis-à-vis de votre perte de cheveux. Et c'est pour ça que je trouve que c'est aussi important dans ces moments-là d'essayer de garder du temps et des moments pour essayer un peu de prendre soin de soi parce que des fois c'est des traits
traitements qui voilà font perdre du poids, faut prendre du poids. Moi je sais que j'ai eu une très très grosse poussée d'acné à ce moment-là aussi. Donc en fait quand déjà en plus t'as plus tes cheveux, t'es confronté à ton visage qui a l'air fatigué ou ton teint qui a l'air malade. Donc en fait si prendre soin de votre corps, de votre peau et même de votre crâne, même s'il n'y a plus de cheveux dessus, ça vous empêche pas d'en prendre soin. Prenez le temps, même si je sais que c'est pas toujours facile, mais essayez en tout cas de prendre le temps de prendre soin de vous. D'ailleurs, si je peux vous conseiller une marque que j'ai beaucoup utilisée pendant mes traitements, c'est la marque Même. Il y a les vernis par exemple de la marque, et je sais que la marque ils font aussi des produits pour la peau, pour les cheveux, etc. Parce que, à savoir, quand vous faites un traitement de chimiothérapie, en tout cas un traitement comme le mien, on m'a dit qu'il fallait mettre du vernis avec du silicium, parce qu'en fait les UV peuvent venir abîmer ton ongle, le noircir, etc. Donc on conseille de mettre des vernis avec du silicium. La marque Même en fait plein, vous avez des vernis de plein de couleurs, vous avez la base, le top coat, vraiment en termes de vernis c'est bien, et dans mes souvenirs c'était pas, les prix étaient vraiment pas excessifs. Et pareil, je sais qu'à ce moment-là, quand j'avais plus de cheveux, ce que je faisais, c'est qu'au niveau de mon crâne, je mettais une huile lavante, je crois qu'elle était de la marque Même aussi. Et j'avais un sérum aussi, alors je sais plus quand est-ce que j'ai commencé à le mettre, c'était un peu avant la fin de mon traitement ou après que mon traitement se soit terminé, mais j'avais un sérum aidé à la repousse des cheveux. Et alors je trouve que mes cheveux ont globalement poussé assez vite quand même. Après, je saurais pas spécialement vous dire si c'est vraiment le sérum qui a joué dessus. Mais en tout cas c'est un sérum de la marque iCare et c'est vraiment chouette, et dans mes souvenirs c'était pas très cher non plus, parce que je crois que vous avez la cure de 3 mois, donc vous recevez genre 3 sérums, un truc comme ça me paraissait pas excessif. Et alors je sais qu'à l'époque cette marque là, moi j'ai fait les traitements, c'était pas très connu, mais ça se démocratise beaucoup, et je sais que cette marque là vous pouvez même la trouver en pharmacie, dans certaines pharmacies ou parapharmacies. C'est vraiment une très très chouette marque. Et vis-à-vis de la question aussi de s'entourer, une chose que moi j'ai très peu faite mais qui est à mon sens très importante, c'est de savoir aussi autant s'entourer de gens qui ne sont pas malades que d'échanger avec des gens qui sont malades. Parce que l'entourage c'est hyper important, les proches c'est hyper important, mais des fois ce qui est hyper difficile c'est d'être confronté à des gens qui comprendront jamais aussi bien ce que vous vivez que vous, et que des gens qui passent par là aussi, et qu'en fait savoir qu'on n'est pas seul, qu'il y a des gens qui sont en train de passer par là ou qui en sont sortis, qui ont des conseils à donner, des points de vue à donner, de l'aide à apporter, et en fait le fait de juste pas se sentir seul dans cette bataille là, je trouve que c'est hyper important. Alors moi je sais que à l'époque, moi j'étais vraiment en mode non, mais moi je veux juste être entourée de gens qui sont pas malades, parce que moi je n'acceptais pas, je pense, et je m'en rends compte maintenant, le fait d'être malade. Du coup, je voulais le plus possible avoir la même vie que monsieur et madame tout le monde. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? En même temps que j'ai commencé le traitement, j'ai commencé ma formation, j'ai fait mes stages, j'ai fait mes ci, j'ai fait mes ça, j'ai continué à vouloir faire toutes les choses toute seule comme une grande, sans l'aide de personne. Sauf que ce qui se passe après, c'est que ça vous fatigue beaucoup. Ça, on va en reparler après. Le fait de vouloir me conforter dans cette idée de oui, mais en fait, je suis capable de faire les mêmes choses que quand je n'étais pas malade, c'est pas vrai. C'est pas facile à accepter, ça peut être violent et ça peut faire mal, mais vous ne serez sûrement pas capable pendant vos traitements de faire tout ce que vous faisiez avant, parce que la chimiothérapie, ça fatigue, qu'il y a des effets secondaires, que ça peut être... Alors, le fait de vous avoir la chimiothérapie quand on vous la met ou quoi, c'est pas douloureux, mais les effets que la chimiothérapie peut avoir peuvent être douloureux. Et justement, je trouve que c'est hyper important dans ces moments-là de pouvoir en échanger avec des gens qui sont en train de vivre ça aussi, parce que votre entourage pourrait être le plus soutenant possible, il n'y a que vous qui êtes en train de vivre ce truc-là. Donc en fait, autorisez-vous à vous mettre en lien. Je sais qu'il y a plein d'associations, il y a plein de groupes. Je sais que moi, à mon hôpital aussi, il y avait un dispositif pour les adolescents et les jeunes adultes qui nous accompagnaient là-dedans, où une fois par mois, on avait un rendez-vous avec une socio-esthéticienne, une infirmière, en petit groupe, avec d'autres jeunes qui avaient, comme moi, un cancer et qui avaient un traitement. Et en fait, au départ, j'étais très perplexe de ces moments-là, parce que je me suis dit, donc là, je vais juste être dans la pièce de gens qui eux aussi sont malades et on va tous échanger les notre maladie. Mais en fait, ça fait tellement du bien d'être avec des gens qui comprennent ce que vous vivez et qui vivent la même chose, et avec qui vous pouvez en parler, à qui vous pouvez demander de vrais conseils. Donc, généralement, je peux vous donner un conseil, c'est
oui, entourez-vous un maximum au niveau de vos proches, mais ouvrez-vous aussi aux autres personnes qui peuvent être malades. C'est pas parce que vous vous entourez de ces gens-là qu'on vous catégorise comme plus malade, que ça vous met dans une case particulière. En fait, à ce moment-là, vous vous accordez juste le fait de pouvoir en échanger avec des gens qui pourront comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Et même dans le après-coup, allez échanger parce que le traitement, il est loin d'être facile, mais le après-traitement est loin d'être facile aussi. Pouvoir échanger avec des gens qui, eux aussi, passent par ce après-traitement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils l'ont vécu? Comment ça peut se passer? Des choses qui sont hyper importantes et ça, il n'y a que des gens qui l'ont vécu, qui pourront en parler avec vous et vous accompagner là-dedans. Je vous dis pas de vous entourer forcément que de personnes qui sont malades ou qui ont été malades, mais c'est quelque chose que j'ai peu fait et que j'aurais dû faire beaucoup plus. Le plus gros conseil aussi que je peux vous donner, c'est de ne pas vous épuiser pendant votre maladie. Autorisez-vous le fait de prendre du temps pour vous. Autorisez-vous le fait à un moment donné d'être fatigué et de ne plus avoir l'énergie, de faire une pause dans votre travail, dans vos études, dans votre quotidien, de, encore une fois, demander de l'aide. Parce qu'à un moment donné, vous êtes humain et que toute la fatigue que vous allez accumuler pendant votre maladie, il faut bien la récupérer à un moment donné. Et si vous en rajoutez une par-dessus, à force de trop vous épuiser, à un moment donné, cette fatigue, il va falloir dans tous les cas la rattraper. Ne vous épuisez pas et autorisez-vous le fait de faire une pause. Moi, je sais que si je devais refaire les choses de manière différente, je m'accorderais beaucoup plus de répit que ça. Mais que ce soit pendant les traitements ou après les traitements, moi je sais que là, ça fait 2 ans et demi que je ne me laisse pas tranquille. Le problème, c'est que là, on arrive 2 ans et demi plus tard, je suis en arrêt puisque je n'arrive plus à tenir le rythme parce que pendant 2 ans et demi, j'ai continué à tenir le même rythme que ce que je faisais avant d'être malade. Mais en fait, ce n'est pas possible. Encore une fois, vous allez vous épuiser 10 fois plus que ce que le traitement va déjà vous épuiser en fait. Donc, autorisez-vous une pause. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, cet épuisement sera là. Si vous ne vous laissez pas ce temps pour vous poser et aussi pour vous confronter finalement à ce qui est en train de se passer, ce sera 10 fois pire après. J'ai prouvé que pendant le cancer, j'étais capable. Le fait est que après le cancer, je ne suis plus capable et que c'est hyper dur à vivre, d'avoir l'impression de beaucoup moins bien vivre le cancer une fois que c'est passé que pendant qu'on est en train de le vivre. Autorisez-vous le fait que vous avez besoin d'une pause, que vous avez besoin de réaménager les choses. Et c'est pas parce que vous êtes en rémission que ça veut dire que vous devez récupérer tout de suite le même rythme que vous aviez avant. Ce genre de choses, on s'en remet pas du jour au lendemain. Ça laisse des séquelles physiques, ça laisse des séquelles psychiques. Autorisez-vous aussi une pause une fois que c'est terminé pour réapprendre à vivre une fois qu'il n'y a plus les traitements, plus le quotidien de aller à l'hôpital, faire telle perfusion, faire tel rendez-vous médical, de réapprendre à se connaître. Les choses qu'on était capable de faire avant sont plus forcément les mêmes. Les choses qu'on avait envie de faire avant ne sont plus forcément les mêmes. Si vous ne vous laissez pas le temps de réapprendre à vous connaître et à vous reconstruire, sachez que ce travail-là, il va falloir le faire à un moment donné. Mais que plus vous laissez le temps passer, plus ce sera difficile et plus la claque sera grosse. Pourquoi moi là actuellement ça ne va pas? C'est pas parce que toutes les personnes qui ont un cancer après ne vont pas bien. C'est parce que moi je sais que j'ai fait l'erreur de ne pas me laisser tranquille, de ne pas me laisser vivre en me reposant, en faisant moins, en me disant que la vie serait de fait différente d'avant. Et que à l'heure actuelle, j'en paye les conséquences. Je suis pas là à me jeter le bâton et je jette pas du tout le bâton à ceux qui auraient pu faire ça aussi parce qu'en fait, à un moment donné, là, d'être dans cette position un peu de survie et d'automatisme pendant 2 ans et demi, c'est ce qui m'a tenue aussi, c'est ce qui m'a permis de faire ma formation, d'avancer, de ne pas me sentir dépassée par la maladie. Le fait est que je pensais que j'étais très au clair avec le fait d'être malade et que j'avais accepté. Je pense que je suis en train de me rendre compte là actuellement que c'est quelque chose que, au contraire, je n'ai pas du tout accepté. Mais parce que je ne me suis pas laissé le temps de le vivre pour pouvoir l'accepter. J'ai été suivie par une psychologue en même temps que mon traitement, une psychologue de l'hôpital. On me l'avait proposé, je m'étais dit écoute, oui, pourquoi pas. Ça peut pas faire de mal et de toute façon je fais partie des gens qui pensent que voir un psy, à défaut de faire du bien, ça peut de toute façon pas faire de mal. Et puis à un moment donné, je lui ai dit mais en fait, je comprends pas parce que moi qui suis de nature globalement très inquiète et très anxieuse et très angoissée, là, pendant les traitements, je ne me sens pas du tout angoissée.
Et je lui disais, je comprends pas. Et je lui disais que ça me faisait un peu peur parce que j'avais peur du moment où j'allais comprendre, justement. Elle m'avait expliqué un truc, elle m'avait expliqué que c'est un peu comme quand vous avez un accident de voiture. Ce qui est assez cocasse vu que moi, j'avais déjà eu un accident de voiture. Donc, je pouvais bien relate à ce qu'elle m'expliquait. Elle me disait comme quand vous avez un accident de voiture. Au moment de l'accident, votre corps, votre cerveau, il est en alerte. Il est en vigilance, il est en mode survie. Là, à ce moment-là, ce qui compte, c'est votre survie. Une fois que vous sortez de l'hôpital, qu'on vous a dit, ok madame, tout va bien, votre corps et votre cerveau, ils soufflent et ils captent ce qui s'est passé sur les 6 dernières heures. Par exemple. Le cancer, c'est un peu pareil. Là, vous êtes en mode survie, en mode automatique. Donc, vous laissez pas trop le temps à votre cerveau de comprendre ce qui est en train de se passer et de le digérer. Ce qui peut se passer et qui se passe pour des gens, c'est que une fois qu'on leur dit, écoutez, monsieur, madame, vous êtes en rémission, c'est là qu'ils se prennent la claque parce que une fois que le cerveau, il sait qu'il a plus besoin d'être dans cet état de vigilance et de survie, qu'il souffle, il fait le récapitulatif des 6 derniers mois et de ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois. Et cette claque-là, elle peut faire très mal. C'est pour ça que je pense que c'est important de se laisser le temps respirer et de comprendre, parce que c'est aussi parce que moi je me suis laissé aucun répit que j'ai laissé aucun moment à mon cerveau pour réfléchir à tout ça. Le fait est que maintenant que ma vie est plus calme parce que ma formation est finie, que j'ai pris un travail, que du coup j'ai plus le rythme des cours, des stages, de la maladie, des traitements, des ci et des ça, maintenant que mon corps il a le temps et mon cerveau ont le temps de comprendre ce que c'est que de se reposer, vous allez voir qu'en fait votre corps il vous crie qu'il en a besoin de beaucoup plus. Je ne me suis jamais sentie aussi fatiguée que le jour où j'ai eu des vacances. Parce qu'à partir du moment où j'ai lâché la grappe à mon corps et à ma tête, ils m'ont dit, là, en fait, il va nous falloir bien plus. Et si à l'heure actuelle, je ne suis plus en capacité de tenir un rythme, je pense que c'est énormément lié au fait que pendant des années, je me suis infligé un rythme que je n'étais déjà pas capable de tenir à l'époque. Et que du coup, maintenant, mon seuil, il a diminué de fou. Parce que l'énergie, je l'ai plus. Donc c'est pareil en tant que proche, n'hésitez pas à continuer à proposer votre aide. Alors le but, c'est pas d'être dans le fait de forcer à, mais en fait, des fois, les gens vont, comme moi, s'obstiner à se dire que tout va bien et qu'ils peuvent faire seuls. Et des fois, du coup, ils vont vous dire plusieurs fois non. Peut-être que la 10e fois, vous allez demander, ils vont enfin se dire, ok, là, vas-y, j'accepte un peu cette aide parce que ça va pas. Qu'en fait, en tant que proche, vraiment, montrez-vous présent et aussi disponible que vous pouvez l'être. Le but, c'est pas d'arrêter votre vie non plus, mais de montrer que si on a besoin, vous êtes là, et que si on a besoin d'être tranquille, vous êtes en capacité de nous laisser tranquille aussi. Je pense que en tant que proche, c'est vraiment ce que vous pouvez faire de mieux. Après, c'est mon point de vue à moi. Encore une fois, je ne détiens pas une vérité générale et vous avez le droit de ne pas être d'accord. Moi, en tout cas, je sais que ce dont j'avais besoin, c'est de savoir que si j'avais besoin, les gens étaient là. Même si pendant 2 mois, je leur avais dit que je voulais pas de leur aide, si le 3e mois, j'arrivais et que je disais, en fait, là, j'ai besoin d'aide, les gens étaient là. Et si pendant 2 mois, je leur disais, non, j'en veux pas, les gens me laissaient faire les choses. Parce qu'à un moment donné, faut aussi faire ta propre expérience par toi-même et te planter par toi-même aussi. C'est pas faute que les gens m'aient dit, Morgane, là, tu vas t'épuiser et tu fais un peu n'importe quoi. J'ai pas voulu écouter. Bon, j'en paye le prix maintenant, mais d'un côté, je pense que c'était nécessaire que je fasse les choses comme ça pour les vivre le moins mal possible, entre guillemets. Quand tu dois réapprendre à vivre une fois que le traitement il est fini. Donc quand ton rythme de vie c'est plus te lever pour aller à l'hôpital ou pour rester à l'hôpital ou pour faire tel traitement ou pour prendre tel médicament ou pour recevoir tel infirmier, il y a un moment tu sais plus forcément quoi faire. Donc même si ce temps de répit il peut faire peur, prenez-le. Parce qu'en fait, dites-vous que c'est sur le long terme que ça vous aidera. C'est pas une vérité absolue ce truc-là, ça veut pas dire que tout le monde passe par ça. Mais c'est pour ça aussi que je veux vous en parler. Parce qu'en fait, pour moi, c'est hyper important que vous sachiez que tout ce que vous vous apporterez et tout le répit que vous allez vous laisser pendant les traitements, vous vous remercierez plus tard de vous être laissé ce temps-là. Toute l'aide que vous aurez acceptée, vous vous remercierez plus tard de l'avoir acceptée et de ne pas vous être infligé de la fatigue en plus. C'est le genre de choses où on t'en parle pas forcément avant. Parce qu'encore une fois, on nous parle beaucoup du pendant et on nous parle très peu de l'après. On ne nous dit pas comment faire après, une fois que c'est fini. Moi, c'est super, je voyais une psy pendant, et une fois que ça commence, que les traitements se sont terminés et que ça n'allait plus, j'ai arrêté d'aller la voir. Très mauvaise idée pour le coup, ça aussi. Personne vous dit comment faire après. Et pour les proches, dans ce que vous pouvez faire, c'est déjà un peu ce que j'ai dit dans toute cette vidéo, mais soyez juste présents.
Demandez à la personne ce dont elle a besoin. N'hésitez pas aussi vous à dire les choses que vous pouvez faire et les choses que vous ne pouvez pas faire parce que vous avez le droit de ne pas être 100% disponible, de ne pas avoir tout le temps 100% les épaules pour. Ça fait pas de vous des proches qui sont moins bienveillants, moins compétents. Mais demandez en fait de quoi l'autre a besoin parce que les choses dont moi j'ai besoin, c'est pas forcément les choses dont les autres auront besoin. Et peut-être que là où moi je me suis beaucoup renfermée sur moi-même, il y a des gens qui vont beaucoup aller à la recherche de ce lien. Soyez présent, soyez à l'écoute, soyez bienveillant. Essayez pas d'être dans la surcompréhension de ce qui se passe parce que vous pourrez jamais aussi bien le comprendre que les personnes qui le vivent, mais essayez d'être dans le fait de savoir appréhender les choses, de savoir entre guillemets rester à votre place. Ça va, j'ai peur que ce soit hyper mal perçu comment je vais le dire, mais vous êtes pas médecin, vous êtes pas sauveur, vous êtes là pour en fait apporter du positif à la personne, être une petite bulle en plus dans son quotidien. Et le but c'est pas de lui rajouter de l'angoisse en plus, du stress en plus, de la fatigue en plus. Si la personne a besoin, il faut qu'elle puisse savoir que si vous en êtes capable, elle peut vous solliciter. Et qu'elle puisse savoir qu'elle n'a pas à culpabiliser du fait de ne pas vous solliciter si à un moment donné elle a besoin d'être seule et d'être tranquille parce que vous ne lui ferez pas payer ça. Et en fait, je pense que le plus important, en tout cas ce qui a été le plus important pour moi, et je pense que je ne serai pas la seule, c'est qu'on ne nous donne pas l'impression qu'on est malade. C'est-à-dire que dans un sens, oui, vous allez forcément adapter votre comportement, mais que dans le fond, vous restez les mêmes. Continuez à traiter l'autre comme un humain qui n'est pas forcément malade. Dans le après-traitement, c'est vrai que des fois, du coup, c'est pas toujours facile de savoir quoi faire après ce traitement et se réhabituer à une vie dans laquelle il n'y a plus les médicaments, plus autant de rendez-vous médicaux, plus l'angoisse constante et permanente. Vous continuez d'être suivi. On vous voit tous les 3 mois, puis tous les 6 mois, puis tous les 1 an, puis vous faites régulièrement des scanners et puis après vous en faites moins. Et ça pendant à peu près 5 ans, il me semble. Il y a des choses dont vous devrez peut-être prendre un peu plus soin de vos dents, de votre corps, de vos os, de certaines douleurs que vous pourrez avoir que vous avez parce que vous avez eu la chimiothérapie. Et du coup, le suivi médical, autant que ce soit via l'hôpital, mais que votre propre suivi médical à vous, il est super important. Ce qui n'est pas forcément facile à vivre après le cancer, c'est de savoir que maintenant que tu l'as eu une fois, il faut vivre toute la vie avec l'idée que potentiellement un jour ça te retombera dessus. Et que cette angoisse-là, elle est toujours plus ou moins présente dans ton quotidien. Le tout, c'est de continuer à se préserver, à s'écouter, à prendre soin de soi, à se faire un peu à l'idée que oui, ce qui a été là, a été là. Malheureusement, vous ne pouvez pas changer ce qui est arrivé, ce qui s'est passé, qu'il faut vivre avec. Ça ne vous empêche pas de vivre des belles choses après. Il y a des belles choses après le cancer, elles ne sont pas toutes simples, tout n'est pas toujours simple. Et c'est pas parce que oui, ça reste dans un coin de votre tête que vous ne penserez qu'à ça et que vous ne vivrez que par ça. Le cancer ne vous représentait pas quand vous étiez malade et il vous représente pas plus quand vous ne l'êtes plus. Et même si pour le après, je parle beaucoup de négatif parce que de mon côté, je sais que j'ai pas bien fait les choses pour que le après se passe de la meilleure façon possible, mais c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo pour essayer un peu de vous donner les conseils et vous dire les choses que j'aurais moi aimé savoir et faire pour pas en arriver là aussi à l'heure actuelle. Parce qu'en fait, ça peut se passer très différemment aussi et vous, le après-cancer, il peut être très différent. Je sais que je suis pas la seule à vivre ça et si vous passez par là, n'hésitez pas à le partager aussi parce que je pense que même moi personnellement ça me fera du bien de voir que je suis pas toute seule à avoir du mal maintenant que c'est passé et avoir l'impression que c'est limite plus difficile maintenant que c'est passé que quand j'étais en plein dedans. Sachez que ce genre d'épreuve ça fera le tri dans votre vie et des bonnes personnes à garder et des personnes où enfin en tout cas c'est pas une grande perte de les perdre et dans le fond c'est pas un mal. Il y a des gens qui n'arriveront pas à supporter ça et à vous accompagner dans ça. Et c'est pas grave. Après, le tout, c'est de pas vous le reprocher. Si après, vous êtes entouré de gens qui vous le reprochent, qui vous font culpabiliser de ça, qui vous font comprendre que ce que vous faites, c'est pas bien, mais pas dans le bon sens, sachez que c'est pas des grandes pertes. Et que malheureusement, ces épreuves-là de la vie, elles font un gros tri. Je trouve qu'on a une image, et des fois, on se fait une image de ce que c'est qu'un cancer, de ce que c'est le traitement d'un cancer, qui est des fois très différente de ce que c'est réellement. Je trouve que des fois, c'est montré de manière très violente. Alors oui, c'est un moment qui est pas simple et qui peut être vécu comme violent et qui est violent. Pour autant, il y a des choses qui peuvent être moins pires, entre guillemets, que ce qu'on peut vous montrer du cancer et de comment ça se passe. Alors il y a des cas qui sont 10 fois pires que les miens, ça c'est sûr. Il y a des cas qui se sont peut-être mieux passés que moi. En fait, encore une fois, ça dépend des gens. Et ne vous comparez pas
Ne vous comparez pas au fait que oui mais un tel quand il l'a vécu ça s'est passé comme ça et que un tel quand il l'a vécu ça s'est passé comme ça. C'est pas parce que pour l'autre ça a été vécu et perçu plus difficile que vous ça a moins de valeur ou que votre douleur a moins de valeur. Vous avez le droit d'être en colère, d'être triste, de trouver ça injuste et c'est pas parce que quelqu'un vit pire à côté que ça enlève ça, que ça vous enlève le droit d'être en colère, etc. Moi, je sais que pendant longtemps, et je continue encore de le faire, j'ai minimisé et je minimise ce que j'ai vécu parce que je me dis que j'ai de la chance, parce que moi, le traitement, ça a duré que 4 mois, que les effets secondaires que j'ai eus n'ont pas été horribles. Il y avait des gens qui avaient à peu près le même âge que moi, au moins, qui étaient à un stade plus avancé, avec un traitement plus long, avec plus de difficultés, avec plus d'effets secondaires. Et je me disais, bon, bah du coup, ce que j'ai vécu, c'est pas grave. Le fait est que ça allait. Pour le corps, en tout cas, pour le corps et pour l'esprit, ce qui se passe, c'est grave. Et qu'il faut l'accepter et que c'est pas parce que les gens vivent pire à vos yeux que ça enlève du sens à ce que vous êtes en train de vivre et de la valeur à ce que vous êtes en train de vivre. Chacun le vit avec ses épaules et que si autour de vous, vous commencez à avoir beaucoup de gens qui vous disent fais attention parce que là tu t'épuises beaucoup, parce que là on sent que ce que tu fais te fatigue beaucoup, que écoutez-les. Parce qu'ils voient peut-être les choses que vous autorisez pas à voir et à accepter. Je sais pas trop si cette vidéo aura été claire. J'espère qu'elle l'aura été. De toute façon, je pense que c'est pas la première fois qu'on est amené à parler de ce sujet-là parce que, comme je vous ai dit là, pour moi, on est dans une période assez compliquée, dans une période où en fait je me rends compte. Tout ça là, c'est quelque chose que j'ai pas du tout intériorisé, que j'ai pas du tout traité. Et je pense que d'ici quelques mois, d'ici quelques années, j'aurai peut-être encore d'autres choses à dire de tout ça et à penser de tout ça. Et du coup, peut-être qu'on sera amené à en reparler aussi. Écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo qui était déjà très longue. J'espère que j'aurai réussi à rendre ça clair et concis. J'espère surtout que dans mes propos, j'aurai blessé personne, que j'aurai pas été maladroite. Je rappelle encore une fois, et je sais que je me répète beaucoup, mais je veux vraiment pas que ce soit perçu comme diabolise quelque chose ou je minimise quelque chose. Juste, en fait, le vécu de chacun est différent. La manière dont moi j'ai vécu les choses sera peut-être très différente de la manière dont vos proches vont le vivre ou dans la manière dont vous allez le vivre. Et voilà, l'état actuel dans lequel je suis, c'est pas une vérité générale non plus, mais je trouve que c'est important aussi de parler du après et de à quel point c'est important de se préserver pendant et de ne pas se dire qu'une fois que les traitements sont finis, tout est fini, parce qu'en fait, il faut se préserver tout du long pour être en capacité après de vraiment pouvoir reprendre un rythme de vie. Si jamais j'ai oublié de parler de certaines choses, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire encore une fois, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si jamais vos proches sont en train de passer par une épreuve comme ça, je vous souhaite à vous du courage et bien évidemment si vous êtes en train de passer par ça, je vous souhaite courage. Je sais que c'est fatigant, je sais que c'est épuisant, je sais qu'on n'a pas toujours tout au long envie de se battre contre ça, mais sachez que vous n'êtes pas seul à être passé par là et que si vous avez besoin d'en échanger avec des gens, il y a des assos pour ça. Moi, si vous voulez en échanger avec moi, il n'y a pas de souci non plus. Comme j'ai dit, j'ai pas de tabou à en parler ou à partager mon vécu. C'est pas parce que vous êtes malade que vous n'avez pas le droit de profiter des beaux moments qu'il y a. Profitez-en, justement, au contraire. J'espère que celle-ci vous a plu, qu'en tout cas elle vous a intéressé ou qu'elle vous a permis peut-être de mieux comprendre les choses. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!